cru tranche, tranche pixu, terre bianche. Bonjour Bertrand Aubray. Alors, vous êtes un grand défenseur du galop. D'où vient cet engouement ou cet engagement? L'engouement pour le galop, à vrai dire, je ne sais pas exactement comment c'est venu. Je peux juste dire comment, dans quel contexte. J'avais 16 ans en 83. Et donc à cette époque-là, ça faisait quelques années que j'avais perdu mon grand-père. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce qu'on parlait dans mon coin, sachant que dans la presse, que je lisais souvent dans Ouest France, et voilà, on parlait du breton, la langue de la Bretagne. Et moi, je ne comprenais pas grand-chose, parce que j'avais beau habiter en Bretagne, le breton, ce n'était pas du tout la langue de mon coin, quoi. Le galop, c'est votre langue maternelle? Alors, c'est la langue maternelle de mes parents. Et donc, j'ai entendu, moi, du côté de mes grands-parents, entre autres mon grand-père que j'ai le plus connu, donc le père de ma mère qui habitait à côté. Et donc, voilà, on va dire c'est ma langue grand-paternelle. Et mes parents, eux, parlaient plutôt le français. C'est des gens qui se sont mariés dans les années 50, militants à la jeunesse agricole catholique. Enfin, aux jeunesses agricoles catholiques, et du coup assez investis dans la modernisation de l'agriculture, du monde rural, et du coup plutôt très axés vers l'apprentissage du français et la bonne maîtrise du français, quoi. Quelle est l'origine de cette langue ou de ce patois? Déjà, est-ce que c'est une langue ou un patois? C'est les deux, les gens l'appellent le patois, mais de moins en moins on utilise ce terme-là, dans la mesure où le patois c'est un terme générique pour toutes les langues de France, toutes les langues qui ont été pourchassées par la République à partir de la Révolution, et toutes les langues qu'on a essayé de mettre de côté, d'éradiquer, puisque c'est le terme qui a été employé pendant la Révolution française. Et donc des langues qui ont été interdites à l'école, en particulier après la période de Jules Ferry, où vraiment on a interdit de parler à l'école jusqu'aux années 70, où les choses ont commencé à changer. Mais voilà, alors le gallo, d'où ça vient? Donc le gallo, c'est une langue romane, donc c'est une langue qui hérite de la période de l'Empire romain, et voilà, qui a ensuite qui a reçu pas mal d'influences, que ce soit du francique, un petit peu du norrois, ou en tout cas des langues scandinaves. Et aussi du breton, mais plus sur enfin plus tard déjà, et sur une zone de côtoiement entre les deux langues. Voilà, donc le gallo c'est parlé, juste pour bien situer, donc c'est le patois entre guillemets, mais d'une zone particulière. C'est ce qui est parlé en Loire-Atlantique, donc dans toute la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine en entier aussi, l'est des Côtes-d'Armor et l'est du Morbihan. Donc ça vient jusqu'à l'est de Vannes, et puis à l'ouest de Saint-Brieuc, dans la zone de Plouha en particulier. D'accord. Est-ce que c'est le même galop parlé partout? Je dirais que comme toute langue, ça varie. Donc bon, le français, ça varie aussi, suivant c'est le nord ou le sud de la France, mais le gallo, c'est une langue anciennement parlée, donc sur toutes ces zones qu'on appelle la Haute-Bretagne. Et comme par le passé, on n'avait pas les outils de communication d'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'était une langue avec des variations qui pouvaient être d'une commune à l'autre. Mais globalement, si on compare à d'autres langues traditionnelles de la France, en fait, si on compare au breton, par exemple, les écarts ne sont pas forcément aussi importants. En tout cas, pas dans les consonnes. Sur les voyelles, oui, ça va varier. Mais il y a une intercompréhension assez forte, en fait, par exemple, entre le pays de Vitré et le pays de Plouermel. Il n'y a pas des différences énormes. Ça va plus être entre la côte sud et la côte nord, où on va avoir des petites choses qui vont peut-être freiner l'intercompréhension immédiate, en tout cas. D'accord. Mais est-ce que de plus en plus le français et le gallo ne sont pas en train de se mêler? Je pense qu'à l'époque de vos grands-parents, ou même à l'époque de mes parents, ils parlaient un vrai gallo, si j'ose dire, alors que maintenant, il y a de plus en plus, enfin, ça a tendance à se confondre de plus en plus entre le français et le gallo. Ouais, alors ça dépend beaucoup des gens. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il y a un processus de glissement du gallo vers le français qui est lié, entre autres, au fait que le français c'est la langue dominante, qu'on entend partout, à la radio, à l'école, etc.
Et donc comme c'est la langue dominante, et qu'en plus, à l'école, on a inculqué l'idée que soi-disant c'était du français déformé, donc il y a des tas de gens qui sont, enfin la plupart des gens se sont mis à essayer de mieux parler le français. Et donc voilà, donc pour certains, il y a vraiment un flou entre les deux langues. Donc par exemple, des gens vont parler plutôt le français, mais avec des mots de vocabulaire du gallo, à la limite sans trop savoir que ça vient du gallo. Mais il y a aussi, on va dire, il y a encore des locuteurs natifs qui parlent le gallo très couramment, qui comprennent le français, mais qui parlent presque exclusivement le gallo. Il y a des gens qui sont plutôt des vrais bilingues. Donc ça peut être des gens qui ont vécu à l'extérieur, qui sont revenus récemment pour la retraite, et qui du coup, eux, maîtrisent bien la différence entre les deux langues, et qui ont conservé une bonne mémoire du gallo. Et il y a aussi des gens, on va dire, c'est aussi dans la génération des jeunes retraités, des gens qui sont dans des pays où la valorisation du gallo, enfin la revalorisation du gallo est assez ancienne. Je pense à des pays comme l'Oudéac, par exemple, où là on va trouver du coup des gens qui sont assez, je ne vais pas dire qu'ils sont fiers, mais ils n'ont pas honte du tout de parler gallo. Et eux, du coup, aussi font une bonne différence entre gallo et français. Est-ce qu'il faut encore œuvrer aujourd'hui pour sortir cette langue de la honte? Est-ce que les gens encore ont honte? Parce que moi, quand j'étais jeune, enfin, quand j'avais 20 ans, j'avais un peu honte de parler gallo, quoi. Est-ce que maintenant, on en est complètement sorti ou est-ce que... Non, on n'est pas du tout sorti. Enfin, il y a une évolution vers beaucoup moins de honte, mais il y a quand même beaucoup de boulot encore. Surtout, en fait, la langue est loin d'être réhabilitée au point qu'on s'autorise de parler dans la rue. Voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui habite dans mon quartier. Voilà, c'est quelqu'un, il ne va pas parler gallo dans la rue, alors que je sais bien quand il voit ma mère, il parle en gallo. Donc là, il y a quand même du boulot. Et c'est bon, la honte, plus le fait que le gallo est vraiment complètement absent quasiment de l'espace public, etc. Ça fait que de toute façon, il y a un processus de disparition de la langue qui est de plus en plus cantonné vers au cercle familial, alors qu'avant, c'était la langue du marché, c'était vraiment la langue publique, quoi. Tout le monde parlait en gallo. En tout cas, la majeure partie de la population, c'était la langue de communication principale. Et donc, aujourd'hui, en fait, il y a tout un travail à faire pour redonner de la légitimité à la langue, pour la réhabiliter. Et donc, ça passe par donner des espaces au gallo, que ce soit dans l'audiovisuel, que ce soit un enseignement généralisé dans les écoles, et un enseignement en gallo. Donc ça, il y a beaucoup de choses à faire avant d'y arriver. Ça veut dire aussi développer le gallo dans tout ce qui est la vie culturelle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis aussi donc, dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on puisse l'entendre en assemblée, dans des conseils généraux éventuellement, mais surtout qu'on puisse le lire dans des revues officielles, etc. Il y a vraiment tout un travail énorme à faire. Mais c'est pas un combat d'arrière-garde maintenant, je veux dire à l'époque de la mondialisation et tout ça, quel intérêt de préserver encore des langues régionales? Au contraire, en fait, c'est ce qu'on observe à travers le monde, c'est qu'il y a un processus il y a un gros risque de disparition on va dire, d'ici la fin du XXIe siècle, il y a à peu près, on risque d'avoir la moitié des, je sais plus, 6-7 000 langues parlées sur la planète qui disparaîtraient. Et en fait, le problème que ça pose, c'est qu'à travers ça, en fait, c'est l'humanité entière qui perd l'expérience unique de différentes populations. Parce qu'en fait, ici, le gallo, ça véhicule toute l'expérience d'une population, la population de Haute-Bretagne, qui vit dans un environnement naturel particulier, qui a une histoire particulière. Et le gallo, c'est une manière de parler de la réalité qui est liée à ça. Et perdre ça, c'est pas simplement perdre une langue, c'est vraiment perdre une culture en entier. Et donc c'est à la fois les risques d'homogénéisation, mais quelque part c'est la même problématique que la diversité biologique. C'est qu'en fait c'est une perte de capacité d'adaptation à un ensemble de réalités. C'est pas simplement, alors c'est à la fois la population locale qui perd la mémoire, qui perd ce bagage-là, mais c'est aussi l'humanité entière en fait qui perd tout un patrimoine, un peu comme un patrimoine génétique, quoi.
pour quelqu'un qui s'intéresse au galop, quels sont les lieux où le galop est encore vivant? Alors, oula, le galop, il est vivant partout en Bretagne, mais en général, on ne le voit pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, ou quelqu'un qui est jeune, il peut croire qu'en Bretagne, personne ne parle galop. Mais par contre, quand on le parle soi-même, et qu'on s'adresse à des anciens en galop, ben on va s'apercevoir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent galop. Alors, je dis des anciens, mais en fait, c'est pas aussi radical que ça. Enfin, c'est pas aussi tranché. C'est-à-dire qu'il y a il y a aussi des territoires en Bretagne où la langue est restée très vivante. Enfin, est restée vivante au point d'être encore parlée en famille dans les jeunes générations. Donc, par exemple, dans le pays de Combourg, on peut trouver des jeunes qui ont 20 ans qui ont été élevés complètement en galop et qui, entre eux, entre copains, parlent en galop. Alors, je pensais aussi aux manifestations voilà. culturelles. Alors après, c'est vrai que depuis, surtout depuis les années 70, autant la langue, elle a disparu de la rue, du marché et tout ça, autant elle a été investie dans des manifestations culturelles comme par exemple à la Bogue d'Or à Redon, où on entend parler galop au concours de Contou, par exemple, de Contou et de Dizou. Il y a aussi des événements plus récents comme Milgoul qui a été mis en place, donc un festival mis en place depuis le début des années 2000, si je ne me trompe pas, donc à Rennes par l'association burtingalaise. Et là, du coup, c'est l'occasion, voilà, sur un ensemble d'événements pendant une semaine à peu près, d'entendre galop et puis aussi que les gens qui parlent galop puissent se retrouver. Et de plus en plus, à travers toute la Haute-Bretagne, on peut trouver des événements au cours de l'année où des gens, à la fois on va entendre des artistes chanter ou parler en galop, et puis où on va aussi avoir l'occasion de se retrouver, de parler galop ensemble, de toutes les générations. Pour revenir à votre institut Chubry, de quoi s'agit-il ? Alors, Chubry, c'est une structure assez jeune, en fait, qui a été mise en place en 2006-2007, qui répond à des besoins nouveaux sur lesquels n'intervenaient pas les structures existantes, ou assez peu. Donc, à Chubry, l'idée de base, c'est de construire un avenir pour le galop, donc vraiment de structurer des activités et des services. Alors, on a 3 domaines d'activité. Donc, on a un domaine d'activité qui est l'étude de la langue et son actualisation. Donc là, on est vraiment dans l'idée de transmettre la langue, mais c'est pas directement le travail scolaire, c'est plutôt tout le travail en amont qui permet, par exemple, qui permettra de créer des dictionnaires ou voilà. Donc le travail qu'on fait, c'est d'aller voir des anciens, les enregistrer et à partir de ça, par exemple, faire l'inventaire des noms de lieux, des prénoms, noms de famille à travers la Haute-Bretagne. Ou ça peut être faire un travail thématique sur un domaine de vocabulaire. Et donc après, l'idée, c'est de mettre en ligne les données. Et donc dans l'étude, c'est aussi travailler sur mettre en place un service de traduction, inventer des termes pour des besoins nouveaux comme l'informatique, les politiques publiques, etc. Puis donc on a un deuxième domaine qui est plutôt ce qu'on appellerait le développement. Donc ça va être accompagner les collectivités sur des politiques publiques ou accompagner des radios et télé qui veulent développer des contenus en galop. Ça va être de l'information du public, par exemple, sur les possibilités d'apprentissage du galop. Oui, ça va être de la formation, donc pour ce qui nous concerne, des cours du soir hebdomadaires qu'on a mis en place à Rennes. Puis il y a un troisième domaine qui touche aux publications. Donc là, c'est restituer des données collectées par des bases en ligne sur lesquelles on travaille actuellement ou par des éditions papier ou audiovisuelles. Pour finir, on va revenir à l'aspect musical, parce que c'est quand même comme ça qu'on vous connaît le plus, enfin a priori. Et donc, la définition de votre musique, elle est expérimentale, elle est d'origine bretonne, sur quoi elle se fonde et comment on pourrait la définir ? Je dirais un peu... la catégoriser, j'ai vraiment du mal. Ce que je dis souvent, la colonne vertébrale de mon travail, c'est d'abord le travail sur du texte en galop. Donc ça a démarré au départ par un travail de mise en valeur de répertoire traditionnel en galop.
qui est un répertoire assez peu connu. Et puis en fait assez vite, donc ça c'était le début d'Obrali en 99-2000 pour le premier album. Et assez vite, moi j'ai eu envie d'écrire des chansons. J'avais déjà écrit de la poésie dans les années 80. Et voilà. Et donc du coup, en travaillant plus sur l'écriture textuelle, il y a un moment j'ai plutôt envie de travailler avec des musiciens de plusieurs horizons. Donc moi j'avais mon bagage musique traditionnelle parce que j'avais travaillé sur le répertoire de complainte de Haute-Bretagne, donc vraiment sur une technique de chant liée au répertoire traditionnel. Mais après, bon, je m'en suis un petit peu démarqué, pas pour me démarquer à tout prix, mais juste que j'ai commencé à travailler avec des musiciens de différents horizons. Et du coup, bah là, on peut dire oui, c'est une musique expérimentale, dans la mesure où ce qui compte, c'est le texte, et puis c'est de travailler sur de la chanson. Donc je dis souvent, ce que je fais, c'est de la chanson en gallo ou de la chanson gallophone. C'est pas la musique traditionnelle, en tout cas, même si c'est inspiré de la musique traditionnelle. L'intérêt premier, c'était de faire valoir la langue. Oui, enfin, en fait, c'est pas en soi de faire valoir la langue. Ça a effectivement un impact là-dessus, mais tout simplement, en fait, de chanter en gallo, parce que c'est ma langue grand-maternelle ou grand-paternelle, et c'est ma langue d'adoption au niveau littéraire. J'ai quasiment jamais écrit en français, en fait. Et voilà, donc c'est ma langue d'expression. Et voilà, et du coup, le travail musical, c'est greffé autour. Et donc, tout se passe bien, parce que je vous ai vu en concert, j'ai trouvé ça très bien, et vous décidez d'arrêter. Oui, en fait, c'est une décision qui a mûri progressivement. C'est lié au fait que, tout simplement, en fait, mon activité s'est progressivement déplacée vers la direction de Chubry. Alors, au départ, c'est vrai que c'est né d'une difficulté liée au fait de faire de la chanson en gallo, dans un contexte de crise du disque, de réforme de l'intermittence, ça c'était dans les années 2003-2006. Et en même temps, l'opportunité de mettre en place un projet autour du gallo où on me sollicitait pour structurer un organisme pour répondre à des besoins nouveaux, quoi. Et moi, j'avais aussi un cursus en sciences du langage, j'avais déjà travaillé avec les élus, artistiquement, mais du coup j'avais un petit peu travaillé aussi avec les élus sur... autour du gallo indirectement. Et comme il y avait eu cette opportunité, puis en fait le projet s'est développé, donc là maintenant je suis plutôt dans la position de devoir un peu choisir, parce qu'en fait diriger une structure comme Chubry, qui prend de l'ampleur, c'est du temps, et j'ai envie d'avoir du temps pour moi à côté aussi. Mais vous allez abandonner la scène, mais pas forcément la musique. Alors, je dirais que j'abandonne la scène, sans doute la musique en bonne part aussi. Je reste disponible sur des projets en fait, où je ne suis pas le pilote. Donc, par exemple, l'année dernière, l'hiver dernier, j'ai travaillé pour Panvolette, donc un projet de disque de répertoire en gallo pour les enfants, où là j'étais juste interprète, ni compositeur ni auteur de texte. J'écarte pas l'idée d'avoir des projets comme ça qui soient assez légers pour moi. Mais en tout cas, l'expérience d'Obrali, de Bertrand Aubry Trio et puis d'Aubray, où là je suis vraiment auteur-compositeur, même si c'était beaucoup de co-composition. Pour moi c'est trop lourd pour le moment pour continuer ça. Mais j'écarte pas l'idée d'y revenir plus tard, si le contexte le permet, et puis si j'ai envie, on verra quoi. On espère en tous les cas. Merci. Au revoir. Au revoir. À la veille. Cheminée rouge blanche, la fouet en dents, de haut l'affreux. Cheminée rouge blanche, la fouet en dents, de haut l'affreux. Forme dans la porte qui hanche,